Les problèmes liés aux Kurdes, c'est aussi des questions structurelles. C'est-à-dire que la Turquie, c'est structurellement, historiquement, constitué sur une double négation, qui sont en fait les deux faces d'une même pièce, la négation du génocide arménien et la négation de la colonisation du Kurdistan. Et c'est encore le cas aujourd'hui, donc ça veut dire que pour pouvoir libérer les Kurdes, il faudra aussi que les mentalités en Turquie, mais pas qu'en Turquie, en Iran, en Irak et en Syrie, changent et évoluent. Parce que là, on a quand même connu plus de 100 ans de racisme, de violence contre les Kurdes dans les 4 pays. Et il faut faire un travail politique pour déconstruire ces processus-là. C'est notamment ce qui est fait au Kurdistan syrien, au Rojava, où depuis plus de 10 ans, le projet politique défendu notamment par les Kurdes, mais en alliance avec les populations locales, donc avec les Arabes, les Syriaques, etc. Il y a un effort qui est fait pour réconcilier des populations qui historiquement étaient antagonistes, c'est-à-dire que les Arabes en question ont vécu sous Bachar al-Assad et son père pendant 50 ans, et sous des processus de colonisation du Kurdistan où on niait l'existence des Kurdes, ou au pire encore, on les massacrait, on les réprimait. Et il faut aussi que... Avec une accentuation entre Hafez et Bachar, je crois. Oui, Bachar, oui, c'est une évolution qui empire, surtout que Bachar va en plus s'allier avec la Turquie, donc va, pour prouver sa bonne foi, va en plus réprimer les mouvements kurdes encore plus violemment. Mais tout ça pour dire que, certes, c'est une histoire difficile, que j'explique, mais j'explique aussi à la fin du livre que comme ça a été construit politiquement, ça peut se déconstruire politiquement. Et ça, c'est un effort à faire en commun avec les populations locales, avec les peuples locaux, pour vraiment reformer une solidarité entre les populations, parce que on pourra jamais s'en sortir si on reproduit les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Donc si on refait des États-nations et si on reprend les mêmes processus, on va refaire de la violence entre les communautés. Tu vois, c'est ça le problème. Alors nous les Kurdes, on est vraiment attachés à la diversité. Par exemple, la langue kurde, il y a différents dialectes et chaque Kurde est attaché au fait que qu'un autre Kurde parle son dialecte. C'est important pour nous, pour préserver cette histoire, pour pas la perdre, malgré toutes les politiques assimilationnistes. Et même nous, au sein de ceux qui se disent kurdes, on tient les diversités sont vraiment mises en avant, parce que c'est ce qui fait qu'on est un peuple uni dans la lutte. C'est aussi parce que si on voulait maintenant uniformiser le peuple kurde pour qu'il y ait une seule langue, une seule religion, etc., on reproduirait les mêmes pratiques qui nous ont nous-mêmes fait du mal. Comme en France, comme en France, comme dans tous les pays en fait qui ont suivi l'État-nation. Donc c'est pour ça que nous les Kurdes, la diversité qui est présente tout au long du livre, elle ne peut pas s'expliquer au début, elle s'explique plutôt... En fait, le livre explique ça de manière en filigrane, de manière perpétuelle. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a des différents dialectes, comme tu l'as dit, différentes religions, pas que l'islam sunnite, il y a aussi du chiisme, des branches du chiisme, du yézidisme, d'autres formes de religion. Azadi, je suis hyper content de te recevoir sur l'Étincelle, un média pour mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons. Alors, déjà, première question, est-ce que c'est mieux que PDH ou pas, le studio? Est-ce que tu te sens bien? Non, je dirais pas que c'est mieux. Si je dis ça, je vais me faire virer de PDH. Merci de m'avoir invité déjà. Merci beaucoup. Je suis hyper content de te recevoir parce que tu as publié Leçon kurde, les damnés des montagnes. Tu es à côté de ça membre de Parole d'honneur, donc de PDH. Dans ce livre qui est super intéressant, tu reviens sur la question kurde. Tu explores la condition du peuple kurde face aux politiques d'assimilation brutale menées par la Turquie, l'Irak, l'Iran et la Syrie. Tu montres comment, à travers leur lutte, les Kurdes portent un projet d'émancipation et de paix décoloniale. Notamment dans la dernière partie aussi, tu questionnes aussi l'horizon des Kurdes. Je trouvais intéressant aussi le bouquin parce qu'on parle beaucoup de la Palestine, mais on parle très peu du peuple kurde qui, comme tu le dis dans le bouquin, c'est le plus grand peuple d'apatrides au monde. Est-ce que tu peux nous rappeler l'histoire des Kurdes? Qui est ce peuple avec autant de millions de personnes, et le fait que comment ça se fait que leur histoire est aussi méconnue aujourd'hui? Oui, je peux poser des questions. D'abord, merci de l'invitation, je le redis, mais c'est un plaisir de discuter avec toi. Alors, contexte actuel des Kurdes, pour faire simple, si on dit que les Kurdes sont le plus grand peuple apatride du monde, c'est parce qu'on représente plus de 40 millions de personnes réparties, comme tu l'as dit, entre la Turquie, l'Iran, l'Irak et la Syrie. Et donc, pour revenir un peu sur, comme tu dis, l'histoire des Kurdes, il y a une partie au début de mon livre que j'ai appelée la préhistoire des Kurdes. C'est pour montrer qu'en fait, les Kurdes existent dans cette région qu'on appelle Kurdistan, littéralement pays des Kurdes, donc à l'intersection entre ces 4 pays actuels. Depuis des centaines d'années, voire plus de 1000 ans en fait aussi. J'explique notamment que les Kurdes, il y a des traces historiques des Kurdes qui peuvent dater d'avant
d'avant le début de notre ère, donc quasiment l'Antiquité. Il y a eu un travail fait par les nationalistes kurdes pour montrer cette continuité. Et surtout, l'histoire des Kurdes va vraiment commencer avec les premières preuves historiques qu'on a aujourd'hui, donc avec l'histoire des conquêtes islamiques, avec les conquêtes des peuples arabes qui vont suivre le prophète Mohammed vers le Kurdistan. Les Kurdes vont être un des premiers peuples qui va subir les conquêtes islamiques. Donc les Kurdes vont majoritairement devenir musulmans à ce moment-là, mais ils vont garder leur identité kurde. Donc il n'y aura pas d'arabisation de ces populations qui vont ensuite devenir les Kurdes. Et donc l'histoire des Kurdes est très longue, mais par exemple un exemple de ce moment historique, bah, il y a l'exemple du Kurde le plus connu de l'histoire, Saladin, qu'on connaît bien en France parce que c'est celui qui a vaincu les croisés à Jérusalem, mais il a aussi mis en place une dynastie, celle des Ayyubides, qui était une dynastie kurde qui dominait une grande partie du Moyen-Orient. Donc voilà, les Kurdes ont été présents dans toute l'histoire, dans toute cette histoire-là, donc depuis plus de 1000 ans. Et si on arrive plus dans la période actuelle, récente, le livre, moi je le débute disons, à la fin de l'Empire ottoman, avec ce moment très particulier des accords Sykes-Picot. Les accords Sykes-Picot, c'est des accords entre les impérialistes franco-britanniques en 1915-1916. En fait, ils prévoyaient déjà la fin de l'Empire ottoman et ils découpaient l'Empire ottoman en néocolonies. La Syrie est devenue du coup sous mandat français, l'Irak et la Palestine sous mandat britannique, etc. Et donc, dans ce moment de Sykes-Picot débute une période qui se finit avec le traité de Lausanne. Donc, entre 1916 jusqu'au traité de Lausanne, c'est 1923, durant lesquels les Kurdes vont essayer de mettre en avant leur identité et mettre en avant leur revendication pour leur autodétermination. De la même manière que les Arabes, donc on connaît bien l'histoire grâce à Laurence d'Arabie, le film et même de manière générale l'histoire de Laurence d'Arabie, donc avec les révoltes des Arabes, de manière similaire, les Kurdes qui font partie de cette mosaïque de peuples de l'Empire ottoman, vont eux aussi vouloir avoir leur indépendance, leur autonomie. Donc après, je ne sais pas à quel point tu veux que j'aille dans le détail, mais si je peux prendre un moment pour parler de la Turquie. La Turquie, je parle beaucoup de la Turquie parce que c'est le premier État qui va naître et qui va faire une pratique coloniale. C'est par rapport tu voulais revenir par rapport à Mustafa Kemal. Exactement, aussi. Ouais. Mais juste avant de revenir au nationalisme turc, est-ce que tu peux nous dire justement comment, parce que ce que tu montres dans le bouquin, c'est qu'il y a une diversité dans la culture kurde, comment ils arrivent justement au travers de cette diversité à la fois religieuse, parce que tu dis qu'il n'y a pas justement que l'islam, il y a aussi le yézidisme, il y a d'autres religions, avec diversité de langue, diversité de culture, ils arrivent à s'unir et à se dire on a une histoire commune, on a des revendications à porter, d'autant que tu parlais des accords Sykes-Picot qui ont aussi eu un impact aussi, même on parlait de la Palestine et tout, mais aussi sur ces questions-là, comment ils vont faire justement histoire commune pour porter justement des revendications Bah, ta question est importante parce que c'est une question, comme je l'explique au début du livre, qui est présente en filigrane dans tout le livre en fait. C'est une question importante parce que le livre, si je l'ai appelé Leçon kurde, c'est aussi cette idée de leçon, donc d'enseignement politique. Et la lutte du peuple kurde remet en question ce triptyque État-nation-frontière. Donc, et aussi la question de peuple. C'est aussi une question très importante dans tout le livre, c'est qu'est-ce qui définit un peuple, qu'est-ce qui définit le peuple kurde. Comme tu l'as très bien dit, il y a cette diversité de langues, de cultures et de religions notamment, qui, à première vue, dans notre idée commune, paraît pas correspondre à notre idée de peuple. Un peuple, malheureusement, on est imprégné de cette idéologie occidentale, moderne, de dire un peuple, une langue, c'est une langue, il y a des frontières, c'est un État, etc. Quoi. C'est des normes très... c'est l'État-nation, en fait. Dans l'idée générale, c'est un État-nation qui englobe des frontières et un peuple unique. Et nous, les Kurdes, justement, on s'est défini... le peuple kurde se définit par la lutte politique, par le fait d'être à la marge, par le fait d'être contre cet État-nation, contre l'homogénéité que demande un État-nation. Et ça, il faut que les gens comprennent bien que c'est pas spécifique à nous les Kurdes. En fait, cette histoire de lutter contre l'homogénéisation, contre l'État-nation, c'est une lutte que tous les peuples ont vécue à un moment donné. Par exemple, en France, on connaît bien cette histoire. Durant le 19e siècle, entre le Second Empire et la Troisième République, la France va faire des politiques très violentes vis-à-vis des Auvergnats, des Corses, des Bretons, de toutes les populations qu'il y avaient des dialectes, d'autres façons de vivre. Ouais. Ils vont homogénéiser ça. Et dans le même temps, ils vont aussi faire la colonisation de l'Algérie et de différentes parties de l'Afrique. C'est de la même période.
Et donc, dans le cas des Kurdes, nous, on va subir à la fois des pratiques assimilationnistes qui vont faire de nous, ils vont vouloir nous homogénéiser. Donc à territoire en plus. Exactement, dans chaque territoire, en plus, c'était différent, mais avec la même violence, quand même, la même violence coloniale. Et d'un autre côté, donc, comme j'ai dit, la violence coloniale, c'est aussi le côté, l'autre penchant du fait qu'on va nier l'existence des Kurdes, etc. Maintenant, pour revenir à ta question de comment les Kurdes sont définis par leur diversité, alors nous, les Kurdes, on est vraiment attachés à la diversité. Par exemple, la langue kurde, il y a différents dialectes. Chaque Kurde est attaché au fait qu'un autre Kurde parle son dialecte. C'est important pour nous, pour préserver cette histoire, pour ne pas la perdre, malgré toutes les politiques assimilationnistes. Et même nous, au sein de ceux qui se disent Kurdes, on tient les diversités sont vraiment mises en avant parce que c'est ce qui fait qu'on est un peuple uni dans la lutte. C'est aussi parce que si on voulait maintenant uniformiser le peuple kurde pour qu'il y ait une seule langue, une seule religion, etc., on reproduirait les mêmes pratiques qui nous ont nous-mêmes fait du mal. Comme en France, comme en France, comme dans tous les pays en fait qui ont suivi l'État-nation. Donc c'est pour ça que nous les Kurdes, la diversité qui est présente tout au long du livre, elle ne peut pas s'expliquer au début, elle s'explique plutôt... En fait, le livre explique ça de manière en filigrane, de manière perpétuelle. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des différents dialectes, comme tu l'as dit, différentes religions, pas que l'islam sunnite, il y a aussi du chiisme, des branches du chiisme, du yézidisme, d'autres formes de religion. Et donc ça aussi, c'est cette diversité qui est très importante et qui, comme je le répète, qui répond à cette question très importante auquel je voulu répondre dans le livre, de qu'est-ce qui définit un peuple. Tu vois, c'est très important. À l'heure surtout où la gauche, tu sais, la gauche française parle de nouvelle gauche, nouveau peuple. Ouais. C'est le nom du livre de Jean-Luc Mélenchon et d'autres avec personnes. l'Institut Labo aussi. Exactement. Le nouveau peuple, l'idée de Mélenchon et de la gauche française, c'est aussi de dire il faut un nouveau peuple, mais un peuple d'un point de vue politique, c'est une question politique. Ouais. Et donc le livre explique ça d'un point de vue historico-politique, donc sur 100 ans en fait, quasiment de début du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui, où comment le peuple kurde, à travers ses revendications politiques, à travers ses révoltes, ses combats, s'est défini progressivement en préservant sa diversité justement, en contrecarrant le projet d'État-nation. Surtout que c'est dans un contexte, le XXe siècle, où justement il y a les indépendances, enfin beaucoup de fausses indépendances, notamment en Afrique et tout, mais beaucoup d'indépendances en Algérie, en Indochine. Donc les revendications des Kurdes sont tout à fait légitimes aussi par rapport à ça. Et tu parles notamment du bouquin du traité de Sèvres. Tu dis que justement les Kurdes ils vont s'appuyer sur ce traité pour pouvoir justement porter ces revendications, pour porter aussi le fait qu'ils ont le droit d'exister en tant que peuple. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce traité et notamment pourquoi il y a eu une trahison de ce traité Oui, bien sûr. Donc, comme j'ai dit, Sykes-Picot, c'est un moment important, c'est le début où on comprend que les impérialistes occidentaux veulent découper l'Empire ottoman. Sauf que les bolcheviks arrivent au pouvoir en 1917 en Russie et ils rendent ces accords qui étaient secrets, ils mettent public et donc tout le monde est au courant de ces accords secrets. Donc évidemment, il faut qu'ils les modifient, etc. Mais en gros, la conclusion de ces accords, c'est le traité de Sèvres. Le traité de Sèvres en 1920 qui est quasiment l'équivalent du traité de Versailles pour les Turcs. C'est-à-dire que c'est absolument ignoble pour la Turquie. Le territoire est dépecé, démilitarisation, présence de puissances étrangères, donc italo, gréco, franco-britannique, donc plusieurs puissances étrangères sont sur le territoire, donc c'est vraiment injuste. Donc en réaction à cette injustice, donc avant de répondre à la suite, donc traité de Sèvres, et durant cette période entre la fin de la Première Guerre mondiale et le traité de Sèvres, il y a des délégations kurdes qui vont aller notamment aux accords de Paris, enfin à Paris quand il y a les négociations pour la fin de la Première Guerre mondiale, pour revendiquer les droits du peuple kurde d'autodétermination. Sauf que les Kurdes, on a dû faire face à la fausse volonté, à la fausse volonté des impérialistes franco-britanniques et occidentaux de manière générale, qui prétendaient vouloir défendre l'autodétermination des peuples, mais la réalité c'était qu'ils voulaient concrètement coloniser et récupérer les territoires du Moyen-Orient pour les différentes ressources, notamment le pétrole. Donc les revendications kurdes ce que les Kurdes revendiquaient comme territoire. À la fin, le traité de Sèvres promettait, dans un de ses articles, l'existence d'un État kurde indépendant, et si on regarde le territoire qu'ils voulaient donner aux Kurdes, c'est absolument minuscule. Mais quand même, les Kurdes ont fait cet effort-là de négocier vis-à-vis d'eux pour avoir au moins ce droit-là d'exister en tant qu'État kurde indépendant. Donc, le traité de Sèvres donnait l'existence d'un État kurde indépendant, sauf que, comme tu as dit, il y a une trahison. Première trahison, ça a été quand même qu'à ce moment-là, les négociations, les impérialistes occidentaux vont vraiment réduire au maximum les revendications kurdes pour les donner sur un territoire où il n'y a aucune ressource, par exemple de pétrole, etc. Parce que c'est vraiment ça l'intérêt, là où on sent l'impérialisme, il est clair et précis là. Et cannibaliser exactement, et même coloniser en fait. Les mandats qu'ont la France et la Grande-Bretagne, c'est des néocolonies, hein. C'est des colonies tout court même.
Donc arrive le traité de Sèvres, comme je dis, c'est une injustice pour les populations en Turquie. Et Mustafa Kemal Atatürk, qui est l'équivalent du De Gaulle pour les Turcs. Ouais, c'est fou parce que j'avais rencontré quand j'ai lu le bouquin, j'ai repensé à une fois, j'avais rencontré un Turc qui il est limite admiré. Non mais c'est critiquer Mustafa Kemal en Turquie, c'est aller en prison. Et vraiment, c'est encore le cas aujourd'hui. Tous les aéroports ont son nom. Enfin, c'est vraiment le Charles de Gaulle, quoi. C'est l'équivalent. Et pourquoi c'est le cas? Parce que justement, c'est lui qui va initier le début de ce qu'ils appellent la guerre d'indépendance turque pour contrecarrer justement le traité de Sèvres qui voulait mettre en place des puissances étrangères sur place. Et il va surtout aller même demander de l'aide aux Kurdes. Les Kurdes vont suivre Mustafa Kemal dans cette lutte parce que, premièrement, ils veulent aussi pas avoir d'ingérence étrangère, parce que qui dit ingérence étrangère dit conflit, violence perpétuelle quand même, parce qu'une ingérence étrangère, en plus au Moyen-Orient, c'est aussi une portée très coloniale, donc des violences aussi aux populations locales. Et ça va aussi se faire sous la bannière de l'islam contre les puissances étrangères chrétiennes. Et aussi, Mustafa Kemal va promettre aussi, faire des promesses vagues de créer un État des Turcs et des Kurdes, communs, etc. Un truc qu'on reviendra, en plus qui reviendra plus tard. De toute façon, on en Ouais, reparlera et il tout. y a toujours des toujours promesses qui sont toujours pas respectées. Et donc les Kurdes vont se suivre dans cette guerre d'indépendance. Sauf qu'à la fin de la guerre d'indépendance, il y a le traité de Lausanne, en 1923, qui rend caduc le traité de Sèvres de 1920. Et le traité de Lausanne, c'est aussi le début de la création de la République turque. Et du jour au lendemain, donc traité de Lausanne, il n'y a plus aucune référence aux Kurdes, au Kurdistan. Et à ce moment-là, quand naît la Turquie, la République turque, elle aussi, elle fait disparaître du jour au lendemain le mot kurde et Kurdistan de ses annales. Pourtant, dans l'Empire ottoman, on disait Kurde, Kurdistan pour désigner à la fois les populations de cette région et pour désigner la région Kurdistan. Là, du jour au lendemain, cette région devient le sud-est de la Turquie, donc on l'appelle juste le sud-est, et les Kurdes deviennent ce qu'on appelle les Turcs des montagnes. Et donc les raisons pour lesquelles ils font ça, c'est notamment pour justifier des frontières qui n'ont pas lieu d'être. Par exemple, il faut se rappeler que les frontières actuelles là, de cette région, c'est Saxe-Picot, c'est l'origine Saxe-Picot. Donc c'est des découpages des Occidentaux et qui n'ont pas de sens sur le terrain. La preuve étant que nous, les Kurdes, le Kurdistan, est morcelé entre ces quatre morceaux, entre ces quatre pays. Un peu comme la conférence de Berlin, où après ça implique forcément des partages de frontières qui sont pas... Et bien sûr, c'est d'autres qui ont choisi pour nous. Ouais. Sauf que là, maintenant, la Turquie, elle doit justifier ces frontières-là. De la même manière que l'Iran, l'Irak, la Syrie doivent justifier des frontières. Et le vrai problème, c'est qu'ils ont à leurs frontières avec d'autres pays, donc par exemple la frontière turco-syriano-irano-irakienne, donc ces frontières-là qui sont justement illégitimes d'un point de vue parce que c'est les Occidentaux qui l'ont choisi. Et en plus, il y a une population très particulière, la population kurde, qui prouve de fait que ces frontières sont légitimes. Donc pour contrecarrer ça, ils vont faire des processus, enfin des pratiques coloniales, donc de déportation, qui vont jusqu'au génocide, des massacres vraiment très violents, du nettoyage ethnique, qui ont commencé au début du XXe siècle et qui perdurent encore aujourd'hui, hein, encore récemment, c'est encore le cas. Et donc il faut bien comprendre que cette origine-là, c'est à la fois Saxe-Picot, mais c'est aussi une volonté de l'État turc, et ça je voulais insister là-dessus, de se moderniser. Dès que la Turquie se crée, elle veut devenir occidentale, elle s'occidentalise. Donc imposition de l'uniforme occidental, interdiction du voile pour les fonctionnaires et réduction dans l'espace public, imposition de l'alphabet latin, alors qu'avant c'était pas du tout l'alphabet latin, etc. Donc plein de mesures, et notamment ce que la pensée des coloniales apporte à mon livre, c'est de montrer que cette modernité appliquée à l'État turc, ça a conduit à la logique propre européenne capitaliste qu'est la colonisation. En fait, ils ont voulu tellement reproduire le schéma occidental qu'ils ont pris tous les tenants, donc l'État-nation évidemment, le capitalisme, mais évidemment qui dit État-nation et capitalisme dit donc État-nation, ça impose uniformisation de la population, donc on va martyriser cette population kurde qui parle une autre langue, qui a d'autres cultures. Qui dit aussi capitalisme, donc qui dit que besoin d'exploiter des personnes extrêmement précaires, comme c'était le cas en France au XIXe siècle. Hein. Ils ont exploité des enfants, des Auvernais, ils ont fait faire des travaux extrêmement violents, avec beaucoup de morts au travail. Pourquoi ? Parce que le début du capitalisme demande toujours des infrastructures. Il faut faire les ponts, les chemins de fer, les routes, etc. C'est l'accumulation primitive du capital. Exactement. Et là, ça s'est fait sur le dos des Kurdes. Et donc, cette double injonction coloniale et d'État-nation, ça va conduire à des processus, comme tu as dit, à la fois de coloniaux, qui vont comprendre des déportations, des assimilations forcées, des génocides, etc. Et c'est ce que j'explique dans ce livre, une histoire coloniale qui n'a pas encore été dite, en plus, et écrite
en littérature francophone. Surtout que quand tu parles de Mustapha Kemal, là on en parlait juste à l'instant du fait que aussi les Turcs justement ils ont une image très glorieuse de Mustapha Kemal et du coup de ce fait-là, nous on est en France, on prend pas toujours de recul sur tout ce qui est dit. On va se dire ok ouais mais Atatürk il a quand même apporté des choses et tout, on n'aura pas cette et je pense que c'est lié aussi à ce que tu viens de dire du fait que justement ils ont reproduit un modèle que nous on connaît et du coup on se dit enfin on va se dire, ok, non, c'est bien ce qu'il a pu apporter Mustapha Kemal. Mais ce que tu montres dans le bouquin, c'est que l'une des manières justement d'écraser le peuple kurde, c'est justement cette politique d'assimilation. Tu dis que justement ça passe par la destruction des langues, ça passe par pointer du doigt le peuple kurde. Donc vraiment, quand c'est pas le meurtre, ou le génocide, c'est aussi vouloir écraser une culture, Est-ce que tu peux nous dire justement comment concrètement, quel est le point de départ justement de cette politique d'assimilation et quelles ont été ses conséquences après pour le peuple kurde? Alors, le point de départ, c'est que ça débute même sous l'Empire ottoman. Khaled Pacha, qui va être, en fait, Khaled Pacha, pour ceux qui ne connaissent pas, ça va être celui qui va être ministre de l'Intérieur, grosso modo, sous la fin de l'Empire ottoman, et qui va lui-même commanditer en fait, le génocide arménien. Et à la suite du génocide arménien, dès 1916, il va faire des déportations massives de populations kurdes pour, en fait, ça va être la pratique, c'est lui qui va initier une pratique qui est encore commune encore aujourd'hui en Turquie, qui est de déporter des populations kurdes du Kurdistan pour les mettre dans des régions d'Anatolie en minorité par rapport aux Turcs pour les forcer en plus à se turquifier. Donc c'est déportation plus assimilation forcée. Ça va toujours ensemble parce que assimiler de force à une population locale qui est très kurde, c'est difficile, donc ils vont passer du temps à déporter. Donc ça va commencer à ce moment-là, et même ensuite au début de l'histoire de la République turque, donc c'est une histoire donc 10 ans après, donc aux années 20-30, 1920-1930. Ça va être aussi le cas, il y aura beaucoup de déportations, que j'explique avec beaucoup de lois. Il y a beaucoup de lois que je cite, j'ai fait un travail historique important aussi pour montrer toutes les lois qui se succèdent, pour interdire la langue, pour déporter des gens, pour donner des possibilités de déportation. Il y a des inspections générales qui sont faites, qui sont des équivalents en fait, des commandants militaires avec tous les droits pour faire ce qu'ils voulaient, pour donner une liberté d'action, pour déporter massivement des Kurdes. Et la spécificité aussi de la colonisation du Kurdistan, j'aimerais revenir là-dessus aussi, c'est quand même le fait qu'il y a un fait colonial, comme j'explique dans le livre, c'est-à-dire qu'il y a une relation d'infériorisation de l'autre, négation de son existence. Le Kurde n'existe pas, par exemple. Il y a beaucoup de citations que je fais dans le chapitre 2 en particulier, où je donne la parole aux Kurdes qui expliquent leur histoire. Ils expliquent notamment que des fois, les militaires turcs, quand ils voulaient s'en prendre, ils parlaient avec un vieux monsieur kurde qui savait parler que le kurde, et ils prenaient un gamin qui était dans le coin, ils disaient: Est-ce que tu parles la langue ennemie? Ils pouvaient même pas nommer cette langue, pourtant ils savaient qu'elle existait, mais ils disaient la langue ennemie. Ils nommaient même pas le mot kurde, on nommait pas l'autre. Comme les statues que tu cites où ici le vrai turc. Exactement, et là, ils écrivent. Non. Je sais plus où est-ce que t'es. Heureux celui qui se dit Ouais, turc. ouais, c'était ça. Mais ça, c'est incroyable. Ouais. Ils vont exprès en Kurdistan, ils mettent des grands mots en disant heureux celui qui se dit turc. Pardon. Alors pourquoi ils font ça? Ça, c'est intéressant. Merci d'avoir repris. C'est quand même que nous, on a une situation spécifique. C'est qu'en plus de nous coloniser, nous, contrairement aux Algériens ou contrairement aux Vietnamiens ou aux Congolais, toutes les populations qui étaient colonisées, nous, la porte est ouverte pour qu'on passe de colonisé à colonisateur. Dans le sens où un Kurde, il peut se turquifier et devenir turc. J'explique dans le livre, des cas de personnes qui ont, à cause des déportations, des assimilations forcées, qui au bout d'un moment fonctionnent évidemment, parce que quand vous faites partie de 1% de la population kurde dans une ville, la majorité turque, et que vous ne pouvez pas parler votre langue, etc., bah, vous faites profil bas, et du coup, vos enfants vont apprendre le turc, ils vont se croire turcs. Et donc, l'assimilation forcée marche. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de Kurdes qui deviennent ensuite turcs, et c'est important de bien comprendre que cette particularité-là est très spécifique aux Kurdes notamment. Il faut la comprendre un peu mieux. Et comment on la comprend, j'explique dans le livre, et pour donner quelques points pour ceux qui nous écoutent là, c'est que c'est aussi un besoin des pays en question. C'est-à-dire que, je ne l'ai pas dit, mais dans chacun de ces pays, des 4 pays, les Kurdes représentent au moins 10, 15, voire 20, 30% de population locale. Ouais, c'est énorme. Ils peuvent pas juste les génocider, ils ont besoin aussi. Et encore aujourd'hui d'ailleurs. Et encore aujourd'hui, bien sûr. Et donc, ce qu'il faut, et ce qu'ils ont fait, c'est de les assimiler aussi, de les récupérer. Donc, bien sûr, en Turquie, je parle de turquification, mais dans les pays arabes, donc la Syrie et l'Irak, il y aura des processus d'arabisation. Ils vont faire ce qu'on appelle ils vont vouloir faire une ceinture arabe. Les deux vont avoir un peu cette technique-là de mettre en place des populations arabes aux frontières et de déporter les Kurdes pour les arabiser. Et donc, il y a vraiment ces pratiques-là de vouloir aussi faire en sorte que les Kurdes s'insèrent dans la population majoritaire. À la fois, c'est un processus typique d'État-nation, mais c'est aussi un processus de colonisation, parce qu'on va nier l'existence de l'autre et on va vraiment le violenter
pour qu'il soit quasiment... en fait, c'est très très particulier, c'est qu'on va le violenter au point de quasiment le massacrer, le génocide, mais tout en lui laissant la chance d'éviter ce massacre en devenant turc ou arabe. Mais c'est quelque part aussi tuer son identité, parce Exactement. que tu tues la langue de l'autre. C'est une double violence, tu vois. Là où les Congolais, on leur disait pas, vous pouvez devenir belge. Non, on leur disait, vous allez vous faire massacrer. Écoutez-nous et puis faites ce qu'on vous dit, sinon on va vous couper vos mains. Dans le cas des Kurdes, ça va être, on va vous massacrer. Mais si vous voulez pas qu'on vous massacre, vous pouvez devenir turc. Mais en plus, par contre, il faut que tu oublies tout ton héritage, toute ton existence, Tout ton passé. tout ton passé, etc. Ouais. Mais personne ne peut accepter ça. C'est à la fois, il y a à la fois la violence physique, comme tu l'as dit, de massacre et de déportation, et aussi la violence psychique, quasiment psychiatrique. Je suis pas psychiatre parce que mon livre est très fanonien, il est très inspiré Ouais. par Fanon. Bah, d'ailleurs, le sous-titre rappelle les damnés de la Terre. Exactement, ouais. Dans le bouquin, tu cites beaucoup Fanon Ouais. et tout. Et même, tu vois que, et ce que tu montres aussi dans le livre, et c'est ça qui est aussi super intéressant, c'est que tu montres que petit à petit, face à toute cette violence qui va être infligée par les Turcs notamment, mais aussi par les autres pays où se trouvent les Kurdes, c'est le fait qu'il y a une stratégie qui va réellement se mettre en place. Et on sent qu'il y a aussi du Fanon derrière, que tu as une stratégie réellement décoloniale Exactement, ouais. tout au long. Et même encore aujourd'hui, au 21e siècle et tout, tu parles notamment du PKK et tout, mais on y reviendra. Mais je voudrais juste qu'on fasse justement, pour comprendre justement comment ces stratégies-là vont se mettre en place, que tu nous expliques du coup, parce que là on se concentrait sur la Turquie, mais comment ça va inspirer les autres pays aux alentours. Est-ce que tu peux nous dire Bien sûr. En fait, ce qui va se passer, c'est que si j'ai autant accès sur la Turquie, je l'explique par le fait que c'est quand même le premier pays qui va le faire, et surtout celui qui va avoir la continuité. Il va vraiment, encore aujourd'hui, c'est les mêmes pratiques qui vont arriver, alors que dans d'autres pays comme la Syrie, l'Irak et l'Iran, il y a eu des changements de régime assez particuliers qui ont un peu, pas grand-chose, mais ça a quand même modifié un peu le rapport aux Kurdes. Alors comment ça a influencé les autres pays? C'est très simple. Quand il y a des révoltes, évidemment, la colonisation ou l'oppression appelle la résistance. Ça, c'est toujours pareil. C'est le cas des Kurdes. Et quand les Kurdes vont se révolter dans les années 20-30, les pays aux alentours vont s'entraider, vont signer plusieurs fois. Il y a plusieurs fois, je parle de traités. Il y a plein de traités qui signent entre eux contre la menace kurde. Quand il y a des révoltes en Turquie, au Kurdistan turc, les populations des autres pays vont aider. Par exemple, l'Iran va aider, laisser passer les avions dans l'espace aérien, leur donner des informations pour qu'il y ait bombardement des Kurdes. De la même manière, quand il y a des résistances au Kurdistan iranien, pardon, ça sera pareil, les Turcs vont aider, etc. Donc il y a vraiment une connivence entre ces pays. Il y a aussi des influences les uns les autres parce que beaucoup de pays vont s'inspirer de ce qu'a fait la Turquie vis-à-vis des Kurdes, vont faire des assimilations comme la Turquie. Ce qu'a fait la Turquie entre les années 20, 30, 40, c'est ce que va faire l'Irak et la Syrie dans les années 50, 60 avec leur projet de ceinture arabe, de déportation. C'est les mêmes processus. Donc il y a cette inspiration. Et j'ajouterai un autre point, j'en profite puisque tu me poses la question. Cette explication de cette colonisation très particulière du Kurdistan, je la fais à travers un concept très évocateur de colonie internationale. Ce concept, il est double. Il y a le premier sens qui est le colonie internationale qui reprend ce que j'ai expliqué au début de notre entretien, qu'il y a une ingérence des puissances internationales dès le début avec Sykes-Picot dans le fait colonial kurde, c'est-à-dire que les Kurdes ont été colonisés d'abord par l'existence de Sykes-Picot qui les a nié leur existence, puis aussi il y a une application des puissances étrangères parce que dès le début de l'histoire des 4 pays en question, la France et la Grande-Bretagne sont présents en Irak et en Syrie et vont aussi réprimer les Kurdes qui vont se révolter. Donc il y a déjà l'application et ce concept de colonie internationale il est important parce que encore aujourd'hui au Kurdistan et de manière générale au Moyen-Orient, les puissances internationales s'ingèrent tout le temps. C'est que ce soit les États-Unis, ça a été aussi les Soviétiques, toutes les puissances viennent foutre leur nez chez nous. Et donc ça c'est important de comprendre cette idée-là. Et donc l'autre penchant c'est la colonie internationale. Là il faut couper le international en deux, c'est-à-dire que c'est des colonies entre nations. Et donc cette particularité de coloniser par 4 nations différentes fait que les 4 nations en question s'entraident dans la répression des Kurdes, s'influencent, se font des traités, se donnent des informations, etc. Et ça c'est important aussi de comprendre ces deux penchants et ça explique notamment ça répond à ta question des liens entre les différents pays, quoi. Et tu as aussi le panarabisme Oui. aussi qui doit jouer aussi là-dedans. Le panarabisme, ça fait qu'il y a eu une proximité entre la Syrie et l'Irak, même s'il y a eu quand même quelques différences, parce que les deux avaient des parties basses, mais ils n'étaient pas non plus en accord. C'est pas la même ligne, là, c'est pas la même ligne, mais ils ont quand même eu des mêmes procédés similaires. C'est des procédés similaires, comme je l'ai expliqué, d'arabisation, etc. Mais face à ça, du coup, parce que là, on parlait justement du fait que ça va inspirer les autres pays, et tu as cette justement alliance et cette colonie internationale dont tu parlais.
comment justement le mouvement kurde, comme il est sur 4 États, ils vont devoir s'organiser. Tu prends par exemple l'exemple de la République de Moabad en 1946, qui est le deuxième État kurde éphémère. Et est-ce que tu peux nous dire justement comment ils vont s'organiser Bah, ouais, bien sûr. La République de Mabat, c'est 46. Ouais. Et bon, je fais pas l'histoire longue. En gros, en 46, Ça a été court. c'était moins d'un an. Ouais. Ça commence en janvier 46, ça finit avant la fin de l'année 46, quoi, à peu près. C'est pour ça qu'on la compare, nous, à la commune de Paris, les Kurdes, à la fois parce que c'est éphémère, mais aussi parce que ça a une Il y a grande beaucoup influence. d'apports. Ouais. Exactement, beaucoup d'apports. Mm. C'est là que va se. En fait, jusque-là, il y a eu beaucoup. La plupart des révoltes kurdes, c'est des révoltes tribales. Pourquoi tribal? Pas parce que c'est spécifique aux Kurdes, mais parce qu'en fait, toutes les populations de la région, sous l'Empire ottoman, vivaient dans le fait tribal. C'est aussi le cas des populations arabes. Dans le film Laurence d'Arabie, même on sait bien que les populations arabes qui vont se révolter, c'est aussi un fait assez tribal, quoi. Le changement en 46 avec Mahabad, c'est qu'on va avoir un peu un passage de témoin entre les révoltes tribales et l'influence des notables et des populations et des chefs tribaux. Et on va avoir un passage de témoin vers l'intelligentsia kurde, un peu les jeunes intellectuels qui vont aller d'abord aux universités, qui vont être imprégnés des idées marxistes aussi notamment. Ça va être la première itération de la lutte des classes au sein des Kurdes et la présence des idées marxistes. Ça va aussi être un moment où on va voir l'hymne national kurde qui va être instauré et c'est le même encore aujourd'hui, le drapeau kurde à quelques modifications près. Il y a plein de choses qui ont été faites. Donc cette république de Mahabad, elle est née au Kurdistan iranien, mais ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a des Kurdes d'Irak et des Kurdes de Turquie, des Kurdes des autres pays qui vont aussi s'impliquer dans cette république éphémère. Et du coup, ça va aussi être un tournant parce qu'on passe aussi d'un moment où il y a déjà aussi un mouvement kurde transfrontalier. On va essayer de dépasser les frontières. Parce que jusque-là, c'était très compliqué, parce que les frontières, évidemment, étaient très protégées. Mm. Et donc, il y a aussi, donc c'est un double moment majeur, c'est le nationalisme kurde qui naît, avec un passage de témoin vers les intellectuels kurdes de gauche, notamment, mais aussi un mouvement transfrontalier qui va naître à ce moment-là, et qui va justement être terrifiant pour les 4 pays en question. Et là, ça répond encore à la question précédente que tu me posais, c'est que là, les pays en question vont s'associer surtout l'Iran va réprimer violemment cette république de Mabad, et même l'Irak aussi va faire une répression là-dessus. Pourquoi? C'est parce que ça terrifie d'avoir un mouvement kurde nationaliste transfrontalier. Ça fait peur à tous les pays, donc ça va même initier un traité d'accord commun entre les 3 pays, parce qu'il n'y a pas encore la Syrie, parce que la Syrie n'est pas encore indépendante, mais les 3 pays, donc la Turquie, l'Iran et l'Irak, vont à la suite de Mahabad tellement terrifiés qu'ils vont faire des traités de coopération. Ouais, parce que ça peut perturber la zone. Mais en fait, ce nationalisme kurde, il leur fait très peur, quoi. Ouais. C'est le début de leur crainte, c'est vraiment que ce nationalisme renaisse. Ça va être le cas dans les années qui suivent, et qui porte atteinte à l'intégrité et à leur projet d'État-nation dans les 4 pays. Donc c'est un moment très important. Ouais. Mais tu aussi, après ça, tu parles du nationalisme kurde, il y a aussi le fait aussi de s'appuyer aussi sur un pays tiers. Mais c'est une stratégie qui va Qui ne échouer. marchera pas, Ouais. oui. Tu veux que j'aborde Ouais, est-ce là-dessus? que tu peux développer sur cette partie-là parce qu'elle est Ouais, aussi bien sûr. importante parce que tu parlais du fait que se développe aussi le marxisme au sein du mouvement, ce qui permet du coup aussi de s'appuyer sur d'autres pays, de pays tiers et tout. Et évidemment, je pense qu'aussi dans les pays qui sont frontaliers, les pays où se trouvent aussi les Kurdes, ça leur pose problème. Mais comme tu le décris dans le bouquin, c'est une stratégie qui va pas fonctionner. Est-ce que tu peux... Oui, alors en fait, cette stratégie, elle n'est pas, encore une fois, typique aux Kurdes. Ouais. Je dis souvent ça, mais en fait, le livre, c'est aussi une histoire de la colonisation de manière générale. C'est aussi à partir du cas kurde, on peut comprendre la colonisation. Les voies de libération des peuples colonisés, dans toute l'histoire, ça a toujours été pareil. Déjà, j'explique aussi dans le livre le processus qui va jusqu'à la libération. Comment, dans la tête des colonisés, on peut aller vers la libération. C'est notamment le travail des intellectuels. Là, je reprends ce qu'expliquait Fanon. Mais je ne vais pas en parler là maintenant. Moi, ce qui m'intéresse là par rapport à ta question, c'est que historiquement, par exemple, si on prend 2 cas très simples, prenons l'Algérie. L'Algérie s'est libérée grâce notamment à l'aide de la Tunisie, à d'autres pays, à l'aide de l'URSS, même à sa diplomatie qui a permis d'avoir la libération de l'Algérie. Le Vietnam s'est libéré grâce à l'aide de la Chine et des Soviétiques. Ça veut dire que certes, les populations en question se sont battues, mais il y a eu un soutien d'un pays tiers. Nous, les Kurdes, on a essayé de faire la même stratégie. Parce que c'est une stratégie coloniale, c'est la stratégie anticoloniale typique. On peut pas on a besoin toujours d'un soutien. C'est difficile de se libérer face à un État surarmé. Il faut quand même un soutien quelque part. Surtout là, face à 4 États. Exactement. En plus, c'est les 4 en même Ouais. temps. Et là, on est face à un problème très spécifique aux Kurdes, et qui est le cœur en fait du fait que pourquoi les Kurdes ne sont pas encore libérés. Et c'est les alliances géopolitiques qui vont être très compliquées. Donc, on a les 4 États. Si on regarde les 4 États, donc évidemment là, on est en plein dans la guerre froide, mais c'est encore le cas aujourd'hui, hein. Les 4 États, qu'est-ce qu'on a? On va avoir d'un côté, on va avoir la Turquie.
la Turquie qui est le premier pays qui rentre dans l'OTAN après, mis à part les fondateurs, premier pays à reconnaître premier pays musulman à reconnaître l'État d'Israël. Vraiment, c'est le pays inséré complètement dans l'alliance occidentale. C'est l'origine de la crise des missiles à Cuba en 62. Cette crise des missiles de Cuba a pour origine le fait que les Américains posent des missiles en Turquie, donc la Turquie qui est frontalière avec l'URSS, pour menacer directement l'URSS. En réponse, il y a la crise des missiles à Cuba. Donc pour dire à quel point la Turquie est impliquée dans cette alliance-là. On a l'Iran avant la révolution islamique, qui était en fait complètement soumis aux Occidentaux. Donc on a 2 des 4 pays qui sont soumis, qui sont des alliés des Occidentaux. Donc nous autres Kurdes, on ne peut pas demander leur aide. Même si en plus, historiquement, ils n'ont jamais aidé les peuples colonisés de toute façon. Surtout l'Iran, c'était pas la vie aussi, le Shah. Ouais, le Pahlavi, ouais. C'est Ouais. le Pahlavi, exactement. Mais du coup, surtout, on peut même pas. Donc c'est évident que ce côté-là, on peut pas les voir. Ouais. Maintenant, les 2 pays qui restent, c'est la Syrie et l'Irak. Mais c'est la Syrie et l'Irak, c'est des pays comme si c'est le panarabisme, et ils sont totalement ils sont au cœur même de ce qu'on appelle le mouvement des non-alignés, le mouvement tiers-mondiste, on peut appeler ça comme ça, qui est aussi très proche des soviétiques. Ce qui fait que concrètement, les Kurdes, on ne peut pas demander l'aide aux Occidentaux, on ne peut pas demander l'aide aux Arabes, aux pays arabes, parce que même l'Algérie et tous ces Arabes, ils ne peuvent pas nous aider parce qu'ils sont amis avec l'Irak et la Syrie. Ils vont pas se prendre. Ils vont pas, c'est pas pour nos beaux yeux qu'ils vont commencer à avoir des problèmes avec eux. On peut pas demander l'aide au mouvement tiers-mondiste parce qu'il y a aussi l'implication directe de la Syrie et de l'Irak. Les Soviétiques, pareil. Donc en fait, à qui on peut demander de l'aide? Ça a été le cœur du problème. C'est aussi pour ça que les Kurdes, ils aiment bien répéter ce proverbe, les Kurdes n'ont pas d'autre ami que les montagnes. Ce qui est vrai et faux à la fois, mais donc cette alliance géopolitique, cette complexité géopolitique a fait que les Kurdes n'ont pas pu s'appuyer sur un pays tiers pour se libérer. Et donc ça a créé des complications. Par exemple, je donne un exemple rapide. Il y a eu un moment une guerre entre l'Iran et l'Irak, comme tout le monde peut savoir, entre 80 et 88. Bah là, c'est un cas particulier parce que du coup, en plus, les Kurdes en Irak et en Iran étaient en révolte contre leur État central. Donc, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Les Kurdes iraniens ont eu le soutien de l'État central irakien, et inversement, les Kurdes irakiens ont eu le soutien de l'État, l'État iranien. Je sais plus, tout le monde comprend après. Entre Iraniens et Irakiens, faut bien garder l'oreille attentive. Tout ça pour dire que, bref, il y a des alliances antagonistes il faut faire avec. En fait, ça s'appelle du pragmatisme politique. On est obligé de faire des alliances pragmatiques pour se libérer. Mais après, paradoxalement, ils s'appuient quand même aussi sur le peuple kurde quand ça les arrange, tu vois. Exactement, bien Si tu sûr. prends la Syrie et tout, tu montres certains exemples où ils sont obligés, des fois, ils vont faire, comme tu disais tout à l'heure, des promesses pour s'arranger derrière, pour certains conflits. Évidemment, après, c'est le jeu des partis politiques kurdes de pouvoir jouer sur le rapport de force. En fait, c'est toujours une question de rapport de force. Si on arrive à avoir un rapport de force assez puissant avec l'État central, on peut avoir des différents droits, etc. Mais c'est toujours compliqué. C'est une histoire elle est difficile à expliquer d'ailleurs à l'oral, parce que ça prendrait vraiment un temps très long. Ouais. C'est long, c'est une longue histoire que j'explique dans le livre en particulier avec beaucoup de moments. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces complications d'alliance géopolitique, qui étaient vraies dans les années 60, 80, 90, c'est encore vrai aujourd'hui. C'est encore le cas, la Turquie est encore dans l'OTAN. Si on veut avoir on peut pas avoir le soutien des pays qui soutiennent l'Iran, de la manière générale avec l'Irak et la Syrie, c'est toujours pareil en fait. On est toujours pris dans ce jeu d'alliance qui nous est jamais favorable. Surtout, là, tu parles de la Turquie, mais Erdogan, ce qui est fou, c'est que tu le montres dans le bouquin, c'est qu'il va faire un certain nombre de promesses à un moment. Et en fait, derrière, c'est pour pouvoir récupérer des voix kurdes, pour pouvoir aussi, derrière, se stabiliser lui. Et en fait, il va être dans la continuité de ce qui avait été Bien entrepris sûr. par Mustafa Kemal et Ouais. ce qui avait toujours été entrepris par la Turquie. Ouais, parce que c'est aussi, faut comprendre que les problèmes liés aux Kurdes, c'est aussi des questions structurelles. C'est-à-dire que la Turquie, c'est structurellement, historiquement, constitué sur une double négation, qui sont en fait les 2 faces d'une même pièce, la négation du génocide arménien et la négation de la colonisation du Kurdistan. Et c'est encore le cas aujourd'hui, donc ça veut dire que pour pouvoir libérer les Kurdes, il faudra aussi que les mentalités en Turquie, mais pas qu'en Turquie, en Iran, en Irak et en Syrie, changent et évoluent. Parce que là, on a quand même connu plus de 100 ans de racisme, de violence contre les Kurdes dans les 4 pays. Et il faut faire un travail politique pour déconstruire ces processus-là. C'est notamment ce qui est fait au Kurdistan syrien, au Rojava, où depuis plus de 10 ans, le projet politique défendu notamment par les Kurdes, mais en alliance avec les populations locales, donc avec les Arabes, les Syriaques, etc., il y a un effort qui est fait pour réconcilier des populations qui historiquement étaient antagonistes. C'est-à-dire que les Arabes en question ont vécu sous Bachar al-Assad et son père pendant 50 ans, et sous des processus de colonisation du Kurdistan où on niait l'existence des Kurdes, ou au pire encore, on les massacrait, on les réprimait.
Et il faut aussi que... Avec une accentuation entre Hafez et Bachar, je crois. Oui, Bachar, oui, c'est plus une lent, ouais. évolution qui empire, surtout que Bachar va en plus s'allier avec la Turquie, donc va pour prouver sa bonne foi, va en plus réprimer les mouvements kurdes encore plus violemment. Mais tout ça pour dire que, certes, c'est une histoire difficile que j'explique, mais j'explique aussi à la fin du livre que comme ça a été construit politiquement, ça peut se déconstruire politiquement. Et ça, c'est un effort à faire en commun avec les populations locales, avec les peuples locaux, pour vraiment reformer une solidarité entre les populations, parce que on pourra jamais s'en sortir si on reproduit les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Donc, si on refait des États-nations et si on reprend les mêmes processus, on va refaire de la violence entre les communautés. Tu vois, c'est ça le problème. Et comment ça s'organise aujourd'hui? Parce qu'il y a un passage qui est trouvé particulièrement intéressant aussi dans ce livre, c'est que tu parles notamment du PKK, où il y a un changement en tout cas dans la stratégie, dans la méthode et aussi dans la pensée. On se dit justement, tu parlais tout à l'heure de l'État-nation, qui est un concept très occidental et qui amène justement aussi le capitalisme, qui amène justement à se structurer, à exploiter, à profiter de l'autre, à écraser l'autre. Le PKK, c'est aussi un basculement dans la façon dont on va aborder cette question-là. Tu parles du fait que justement il y a ce confédéralisme Démocratique, c'est ça. démocratique. Et est-ce que tu peux nous dire à partir de quand justement, parce que il me semble que c'est Abdullah Öcalan qui du coup opère ce changement. Et cette année le PKK a été dissous. Donc qu'est-ce Pas qu'il en encore. est de... Ils ont annoncé leur dissolution. Ouais. Mais on en reviendra, ouais. Ouais, parce que je crois que c'est C'est flou. mai 2025, mais Ouais, c'est flou. Ok, donc je vais répondre à tout ça, ça te va en... parce que ouais, c'est comme tu disais, c'est assez lourd et tout, et en même temps, c'est essentiel pour comprendre. Exactement, ouais. Alors, pour revenir sur le changement de paradigme du PKK, il faut aussi comprendre que dans l'histoire des mouvements kurdes, bah, comme tout peuple colonisé, au début, les Kurdes demandaient un état kurde indépendant, ce qui est dans la logique, et c'est totalement légitime. Sauf qu'au cours des mouvements de révolte et de mouvements de libération, il y a eu évidemment la difficulté de l'indépendance du Kurdistan. Elle est double. C'est que nous, contrairement à d'autres pays, on n'a pas juste besoin d'une indépendance. Nous, il faut une indépendance, unification. C'est-à-dire qu'il faudrait que les 4 Kurdistans, donc des 4 pays, soient indépendants et s'unissent ensemble. S'il y en a un seul qui devient indépendant, bah, les 3 autres pays, je peux vous dire qu'ils mettent la misère à cette indépendance kurde. Donc c'est très compliqué. Et au fil de la lutte du peuple kurde, les partis politiques kurdes ont progressivement abandonné l'idée d'indépendance pour aller vers une question d'autonomie. C'était plus, disons, un programme minimum, au moins une autonomie locale, régionale, pour avoir donc des droits culturels, linguistiques, s'occuper aussi des questions sociales et économiques locales. Ce qu'ils ont demandé à la Syrie récemment, notamment. Ouais, mais même les Kurdes iraniens l'ont demandé à l'Iran, les Kurdes irakiens, les Kurdes turcs, tout le monde. Et c'est important de comprendre que c'est à la fois parce qu'on ne peut pas demander plus, mais à la fois parce que c'est difficile. Et c'était pas réfléchi politiquement. Ce que va faire le PKK spécifiquement, c'est quand il faut un changement de paradigme. Donc Öcalan, comme tu l'as dit, le leader du PKK qui est emprisonné depuis 1999 en Turquie, va opérer un changement de paradigme qui va s'appeler le confédéralisme démocratique. Donc PKK était anciennement un marxiste-léniniste. Il y a encore évidemment du marxisme et du socialisme dans le confédéralisme démocratique. Mais l'idée va être, c'est la première fois qu'on va légitimer et justifier politiquement pourquoi les Kurdes demandent une autonomie. Et le PKK va justifier ça comment? C'est très simple, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est quel est l'intérêt des Kurdes de se libérer sous la forme d'un État-nation si ce serait juste reproduire une oppression que nous avons nous-mêmes subie. Parce qu'en fait, aujourd'hui, dans le Kurdistan, cette région qu'on appelle Kurdistan, il n'y a pas que des Kurdes, évidemment. Il y a des Arabes, des Turcs, des Arméniens, des Syriaques, plein de populations. Si on fait un État-nation kurde, bah là, on va reproduire la même chose sur d'autres populations. Avec le risque eux-mêmes aussi. Toujours, en fait, on va juste reproduire une oppression qu'on a vécue nous-mêmes, donc ce serait absolument stupide et abject de notre part. On ne veut pas ça. Donc pour dépasser l'État-nation, c'est l'idée d'autonomie. Et d'autonomie locale, régionale, donc ce qu'on appelle le confédéralisme démocratique, qui est en gros un processus où on parle des communautés locaux, d'une commune en fait. C'est typiquement, c'est un peu l'équivalent du soviet. Le soviet, c'est-à-dire le côté communal, local. Donc c'est le côté un peu très socialiste. Et on monte les échelons comme ça progressivement. L'importance que va avoir la pensée du PKK et de ce changement de paradigme-là, ça va être justement, comme je l'ai dit, de justifier enfin, une fois pour toutes, pourquoi une autonomie, quelle forme prend cette autonomie-là, et comment sont gérées les relations entre les populations. Ce projet-là a été mis en place notamment au Kurdistan syrien, au nord de la Syrie, dans le projet du Rojava,
Et bien sûr avec ses difficultés, il faut nuancer ça. Et je nuance dans le livre le fait que, bah, évidemment, ce projet politique-là, il est bombardé massivement par la Turquie, il est menacé par plusieurs difficultés économiques et militaires. Donc évidemment, je ne reviens pas dans le détail, mais c'est important de comprendre que l'autonomie a été aussi enfin justifiée politiquement. Mais tu vois, j'avais quand même noté que, en gros, en mars 2025, le gouvernement intérimaire syrien, ils avaient annoncé du coup vouloir reconnaître les Kurdes comme une composante essentielle de l'État, du coup avec des droits Oui, il y a eu un constitutionnels accord garantis. là, mais un accord flou en fait. C'est Ouais. un accord sur des points généraux. Et aujourd'hui encore, l'accord, il n'a pas encore abouti à quelque chose. Il y a eu des combats déjà entre les forces syriennes et du nord de la Syrie, les forces démocratiques syriennes et celles du gouvernement. Il faut rappeler bien que les forces démocratiques syriennes ne sont pas que kurdes, hein. Il y a des Arabes, il y a plein de populations de la région qui sont unifiées depuis plusieurs années. Là, on parle plus d'actualité. Alors, pour parler d'actualité, c'est important de bien prendre en compte que c'est des événements qui se passent encore. Donc, faut bien compte que on est encore dedans, on est en plein dedans. Et la difficulté qu'il y a maintenant pour les Kurdes syriens, c'est que le nouveau régime syrien est très dépendant de la Turquie. Et, il y a beaucoup d'alliances avec la Turquie. La Turquie voit de très mauvais œil l'autonomie kurde syrienne. Donc, il y a cette menace persistante des Turcs qui veulent bombarder le Kurdistan syrien. Et donc, c'est toujours une question de rapport de force qu'il faut jouer. Et ce que les Kurdes syriens demandent à l'État central, à Damas, en fait, c'est d'avoir un État décentralisé pour pas reproduire les mêmes processus néfastes qu'il y avait sous Bachar al-Assad et son père. Donc, c'est vraiment ça l'importance des revendications kurdes syriennes, c'est d'avoir cette confédéralisme, et pas qu'uniquement pour les Kurdes d'ailleurs. Et le nord de la Syrie, c'est aussi important pour d'autres populations de la Syrie, donc avec les Druzes, les Alaouites. L'idée, c'est que toutes ces populations-là peuvent vivre en communauté avec des autonomies locales, mais bien sûr avec le Damas qui gérerait toutes les questions plus nationales, donc les questions de défense, l'économie plus générale, tu vois. Et donc c'est cette demande-là même cette demande-là qui paraît assez minime en soi, est toujours refusée. Elle a été refusée aux Kurdes syriens encore aujourd'hui. Il y a encore des négociations, on verra ce que ça donnera. Ça a été refusé aux Kurdes de Turquie, ça a été refusé aux Kurdes iraniens et aux Kurdes irakiens. Les Kurdes irakiens, c'est encore plus différent. Mais si on rentre dans tous les détails, il faut aussi que les Surtout gens que le t'as- lisent pour comprendre mieux, quoi. Ouais, surtout que tu abordes le fait aussi, le point de bascule aussi avec l'arrivée des Américains aussi Ouais, en très Irak compliqué, et ouais. aussi qui... C'est la colonie internationale, tu vois, Ouais, c'est encore le cas. C'est-à-dire que les Américains viennent et font ce qu'ils veulent au Moyen-Orient, quoi. ouais. Et il faut faire avec. Malheureusement, les Américains ne demandent pas aux gens sur place s'ils peuvent venir ou pas. Ils Ils viennent, viennent et c'est ils tout, ouais. font leur bordel, et nous, on doit faire avec. Malheureusement, c'est encore le cas, Ce qui mais. entraîne l'arrivée du coup des talibans, ce qui Enfin, entraîne la création de de l'État Daesh plutôt. Les talibans, islamique. c'est en Afghanistan. Ah oui, Ouais, en enfin Afghanistan. dès qu'ils arrivent, en fait, ça entraîne des conséquences qui sont Ouais, bien encore sûr. plus dramatiques Bien pour sûr, la bah, il population. n'y a qu'à voir ce qu'ils font à Gaza, de toute Ouais. façon. Ils s'en mêlent. En fait, c'est fou parce que leur stratégie, c'est soit vraiment imposé par le droit c'est eux, et là, quand le droit n'est pas appliqué, hop, c'est la force. Et... Mais le vrai problème, c'est qu'ils n'ont aucune logique en plus derrière. En Mm. fait, en Irak, ils sont venus, ils ont pris la force, mais après, ils n'ont aucune idée pour quoi faire pour le pays en question. Après, Bush a dit oui, c'est la démocratie maintenant. Ouais, ouais. Tu vois bien, ouais. Et donc, c'est vrai qu'on reparle de ça pas mal dans le livre aussi. Il y a ça en filigrane tout le temps. Ouais, c'est un passage d'autant plus intéressant parce que à la fin de ce livre, tu termines justement par dire il y a tel horizon. Pour l'instant, on peut pas dire ce qui va se produire, ce qui va se passer et tout, parce qu'en plus de ça, c'est sur 4 territoires différents et tout. Les perspectives, pour le moment, Ouais, elles sont assez floues, quoi. c'est difficile. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'une des principales leçons du livre, ça a quand même été la résilience du peuple kurde. Ouais, C'est-à-dire le fait totalement, que ouais. on se relève tout le temps, il y a toujours un mouvement politique, une évolution politique qui fait qu'on s'adapte aux situations. C'est le propre de la politique de s'adapter aux situations. C'est pour ça que j'ai quand même un espoir très grand, c'est que notre histoire, le livre, en cours d'écriture, je me suis aussi rendu compte que ça m'a donné de l'espoir pour le futur, parce que le livre et l'histoire prouvent que on se relève, et c'est comme ça, il faut toujours se relever de difficultés. Et en se relevant des difficultés, l'histoire du peuple kurde montre qu'on a aussi été capable de révolutionner notre pensée, d'avoir des nouvelles approches, et ça a été toujours intéressant. Et c'est important de bien comprendre qu'il ne faut pas avoir une vision pessimiste. Et les Kurdes sont toujours là en plus. Bien sûr, on est devenus des acteurs majeurs. En fait, par exemple, là, en Syrie, il faut comprendre qu'un des problèmes majeurs maintenant en Syrie, c'est les relations entre l'autonomie du nord de la Syrie kurdo-arabe et le reste et Damas quand même. C'est-à-dire que avant les Kurdes n'étaient même pas pris en compte dans les questions politiques en Syrie. Maintenant, c'est majeur en Syrie. De la manière en Turquie, jusqu'à la révolte du PKK, la question kurde n'était même pas prononcée. Et maintenant, c'est devenu un des problèmes majeurs de la Turquie, etc. Il faut bien comprendre que par la lutte armée, notamment, mais aussi par le fait politique et par la lutte politique, les Kurdes ont imposé aux acteurs étatiques de la région
Donc à la fois les 4 pays en question, la Turquie, l'Iran, l'Irak et la Syrie, mais pas que, tous les pays de la région et même du monde doivent maintenant faire avec les Kurdes. Et c'est important de comprendre que ça c'est déjà une très grande victoire, c'est qu'on a initié un rapport de force qui fait qu'on doit prendre nos revendications en considération, et c'est que pour le mieux. Et donc Mais en fait, l'avenir... cette faiblesse d'avoir été dispersé aussi, c'est aussi une force en même temps, paradoxalement, de pouvoir, non? C'est difficile de voir ça comme une force parce que ça a quand même... ça a créé une dislocation de l'histoire kurde aussi. C'est-à-dire qu'un Kurde en Turquie, un Kurde en Irak ou en Iran ne vit pas la même chose, n'a pas vécu la même histoire. Donc il y a aussi les Kurdes ont toujours ce besoin de s'unifier aussi quand même, de se retrouver ensemble, parce que c'est une histoire morcelée quand même. Dans le livre, j'essaye de recoller les morceaux, mais ça reste quand même une histoire très morcelée, parce que chacun a une situation locale très différente, qui est due à la différence entre les politiques des 4 États. Mais c'est vrai qu'il y a la puissance de morcellement, c'est la diversité, c'est la communication entre les situations. Quand il y a une situation qui est un peu meilleure, elle permet de porter un espoir pour les 3 autres parties, etc. Mais c'est vrai que ça reste quand même une difficulté parce que le morcellement des Kurdes entre les 4 États a aussi fait que les Kurdes sont dépendants à chaque fois de l'État central. C'est que ils sont obligés quand même de s'insérer dans le jeu politique national pour avoir des droits. Ouais. Et donc ça les découpe. Se constitue en tant que parti. Exactement, exactement. Donc dès lors, tu te mets déjà dans le système national et donc tu n'as plus ce côté transnational, même si les Kurdes essaient de faire les deux à chaque fois, mais c'est toujours compliqué. Et paradoxalement, tu valorises leur système aussi à eux. Exactement. Tu le justifies parce que tu joues leur jeu, mais en même temps, si tu joues pas leur jeu, tu te fais massacrer, donc c'est toujours Ouais, t'as rien, tu peux pas revendiquer tes droits. C'est une évolution qu'il faut comprendre que ça reste de la politique, et la politique, ça se fait avec la situation concrète. Tu peux pas juste avoir une idéal d'indépendance sans prendre en compte la situation concrète dans chacun des pays. Et t'appuyer sur un certain nombre de choses, tant le dispositif politique que même le dispositif armé à un moment. Mais ce que je trouve vraiment intéressant avec le bouquin, c'est pour ça que vraiment j'inviterai les gens à le lire, c'est que ce qui est intéressant, c'est aussi la manière dont toutes ces stratégies-là ont été mises en place et ouvre la voie même à une réflexion plus globale, même en Occident, sur est-ce que l'État-nation est forcément la meilleure chose. On pourrait, par exemple, tu parlais des communes tout à l'heure, repenser de manière générale comment on s'organise politiquement. Est-ce que c'est tel que tu prends... Parce qu'il y a 2 jours, du coup, ici, on a enregistré du coup, le podcast avec Jean-Paul Demoule aussi sur la France et sur la constitution de l'État-nation, qui est finalement assez récent. Tu en parlais tout à l'heure, l'écrasement des langues et tout. Est-ce que c'est forcément la bonne chose, la bonne marche à suivre? C'est là que je trouve aussi... Ton livre aussi est intéressant parce qu'il ouvre la voie aussi à cette réflexion-là. C'est ça, c'est le but des leçons, justement, c'est de réfléchir à tout ça. À tout ça et à un au-delà de l'État-nation aussi, évidemment. C'est le but aussi des leçons. Il y a d'autres enseignements dont on n'a pas parlé, mais c'est aussi le but que l'histoire kurde soit source d'enseignement et de leçons, comme je l'ai dit dans le livre, pour que, comme tu l'as dit, soit applicable pas que dans des questions coloniales, mais dans n'importe quelle situation. Par exemple, la définition d'un peuple, la question d'État-nation, plein de questions sont présentes en filigrane dans tout le livre, quoi. Ouais, comment s'organise. Exactement. En fait, le livre, pour moi, je l'ai aussi fait comme un objet politique. Qui soit utile. C'est pas juste un livre d'histoire, parce que je suis pas du tout historien. Moi, je suis militant politique, et donc le but, c'est que le livre soit une arme politique, une source d'inspiration pour penser d'autres situations politiques. Voilà. Mais le fait d'ailleurs que tu sois pas historien, par contre, je trouve que ce qui rend aussi le truc accessible, ce qui fait aussi qu'une personne qui ne connaît pas, et je t'en parlais avant, moi je connaissais rien du coup de la population kurde et de son histoire et de sa culture et même de la situation politique actuelle et tout, ça m'a permis de mieux comprendre la situation. Ouais, c'est le but, hein, merci, c'est très important. C'est à la fois en fait, le but c'est de faire connaître et que ce soit utile. C'est un double... Et surtout que le but, c'est que par exemple, aujourd'hui, l'intérêt, c'est que tu puisses comprendre une actualité des Kurdes plus simplement que avant la lecture, quoi. Et puis surtout, après, derrière, quand toi tu vas en parler, par exemple, parole d'honneur, ou quand je vais regarder une actualité et tout, exactement. Je saurai davantage. C'est le but, c'est exactement le but aussi, voilà. Parce qu'en fait, si tu comprends pas les Kurdes, tu peux pas comprendre ce qui se passe au Moyen-Orient. Ouais, totalement. Parce qu'on est quand même une partie importante de cette région qui est malheureusement... Je pense que c'est 40 millions de personnes, du coup. 40 millions, exactement. Ouais. 40 millions, si les Kurdes étaient indépendants aujourd'hui, ce serait quand même un des pays majeurs de la région. Il n'y a pas beaucoup de pays, des peuples plus peuplés quand même. Donc ça reste... Puis il y a l'Égypte, à la limite, qui a... Ouais, encore, c'est même pas encore le Moyen-Orient, mais si tu prends vraiment la zone, il n'y a pas beaucoup de pays qui sont... Mais c'est... Ça, est-ce qu'il y aura une indépendance de tous les Kurdes? Pour ça, c'est une autre question, ça. Ouais. Je l'espère, mais c'est compliqué. Peut-être qu'on en reparlera du coup dans un... Bah, si ça arrive, ouais, on en reparlera ici. Merci à toi, Zadi. Merci beaucoup. Et j'invite du coup tous les éditeurs à lire Le Son Kurde, Les damnés des montagnes aux éditions La Fabrique. Merci pour l'invitation. C'était un plaisir. Merci beaucoup.